Il y avait un camp qui disait « On peut extraire de l'ADN des momies ». L'autre camp disait « Non, c'est impossible ». Il disait que l'ADN ne pouvait pas se conserver plus de 600 ans. Pendant des millénaires, l'Égypte a gardé le contrôle de son histoire. Les pharaons ont gravé leur version des faits dans la pierre, et la pierre ne ment pas. Mais des scientifiques ont découvert quelque chose que la pierre ne peut dissimuler. Lorsque l'ADN des momies des plus célèbres souverains égyptiens a été analysé, les résultats ont contredit la version officielle. La lignée royale n'était pas aussi pure que l'Égypte le prétendait. Des origines étrangères sont apparues là où elles n'étaient pas censées se trouver et l'Égypte a soudainement cessé d'autoriser les tests indépendants. Que révèlent les analyses ADN? Pourquoi l'Égypte empêche-t-elle les scientifiques de mener de nouvelles investigations? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité génétique que l'Égypte refuse d'admettre. Les tests ADN contrôlés par l'Égypte. En février 2010, le Journal of the American Medical Association a publié l'un des articles scientifiques les plus attendus de l'histoire de l'égyptologie. Les analyses ADN de 11 momies royales, dont celle de Toutankhamon, ont enfin révélé les secrets génétiques de la plus célèbre dynastie d'Égypte. Du moins, c'est ce qu'annonçait le titre. L'étude était dirigée par Zahi Hawass, alors le plus haut responsable archéologique d'Égypte, et menée par une équipe de chercheurs égyptiens et internationaux sous la stricte supervision du gouvernement. Ces découvertes ont fait la une des journaux du monde entier. Les parents de Toutankhamon ont été identifiés. Des maladies génétiques ont été confirmées. Des liens familiaux débattus par les historiens depuis des décennies ont soudainement été prouvés grâce à des analyses moléculaires. Mais ce que les médias ont passé sous silence, c'est le contrôle strict exercé par l'Égypte sur chaque aspect de la recherche. Les momies ont été analysées dans des laboratoires égyptiens avec du matériel égyptien et sous supervision égyptienne. Les scientifiques étrangers de l'équipe n'ont eu qu'un accès limité au reste et n'ont exercé aucune autorité indépendante sur la manière dont les échantillons ont été prélevés ou traités. Plus important encore, les données génétiques brutes n'ont jamais été rendues publiques ni mises à la disposition de chercheurs externes pour vérification. Dans les études scientifiques rigoureuses, notamment celles qui avancent des conclusions exceptionnelles, les données brutes sont publiées en même temps que les conclusions. D'autres laboratoires peuvent l'examiner, le tester et tenter de reproduire les résultats. C'est ainsi que la science gagne en crédibilité. L'Égypte ne l'a jamais fait. L'étude comprenait des résumés des liens génétiques et des marqueurs de maladies, mais pas les données de séquençage complètes qui auraient permis une analyse indépendante. Interrogés sur les raisons de cette absence, les chercheurs ont toujours reçu la même explication. Les données appartenaient à l'Égypte et leur diffusion à grande échelle violerait le caractère sacré des dépouilles royales. Ce raisonnement peut sembler respectueux à première vue, mais il soulève un problème majeur. Sans accès aux données brutes, personne en dehors du cercle restreint des autorités égyptiennes ne peut vérifier l'exactitude ni l'exhaustivité des conclusions. Cela signifie également que l'Égypte conserve un contrôle total sur les sujets étudiés et ceux qui sont ignorés. L'étude de 2010 s'est principalement concentrée sur les maladies et les liens familiaux directs. Elle a confirmé que Toutankhamon avait souffert du paludisme et d'une maladie osseuse. Elle a également révélé que ses parents étaient frères et sœurs. Elle a permis de retracer une lignée génétique sur 3 générations. Des informations utiles certes, mais aussi des informations rassurantes. Rien de controversé, rien qui ne remette en cause le récit officiel égyptien concernant l'ascendance royale. L'étude n'a pas comparé l'ADN royal à celui de populations plus larges d'Afrique du bassin méditerranéen ou du Proche-Orient. Une telle analyse aurait révélé des origines ancestrales plus anciennes et mis en évidence des liens génétiques avec des populations situées hors des frontières égyptiennes. L'Égypte a toujours refusé de mener ou d'autoriser cette comparaison plus large et elle n'autorise personne d'autre à le faire. La justification est toujours vague.
Les autorités affirment que c'est inutile, politiquement délicat ou irrespectueux envers les morts, mais ces explications ne résistent pas à l'analyse, car les tests ont déjà eu lieu. Les échantillons existent. La technologie existe. Ce qui manque, c'est l'autorisation. L'Égypte a conçu l'étude pour répondre à des questions précises, tout en évitant soigneusement d'en aborder d'autres. Elle a publié suffisamment d'informations pour satisfaire la curiosité du public, mais pas assez pour permettre une vérification indépendante ou une analyse plus approfondie. Ce n'est pas de la transparence, c'est du contrôle. Lorsqu'un gouvernement contrôle les tests, les échantillons, les laboratoires, le processus de publication et les données brutes, il contrôle aussi l'histoire que racontent ces momies. Les résultats sur ADN publiés par l'Égypte en 2010 n'étaient pas erronés. Ils étaient simplement incomplets. Et les parties omises sont peut-être les plus importantes de toutes. Yuya, l'homme qui ne trouvait pas sa place. Yuya n'était pas censé avoir autant d'importance. Il n'était pas pharaon, n'a jamais commandé d'armée, ni fait construire de temples portant son nom gravé dans la pierre. Mais son ADN se situe au cœur de la plus puissante dynastie royale d'Égypte, ce qui le rend incontournable. Il fut inhumé dans la vallée des rois en 1905 dans la tombe K. 546, avec un niveau de richesse et d'honneur qui stupéfia les archéologues qui le découvrirent. Sa momie était remarquablement bien conservée. Son visage encore reconnaissable, ses traits distinctifs différents de ceux des autres momies royales. Les premiers chercheurs l'ont immédiatement remarqué. La forme du crâne de Yuya était différente de la structure de son visage aussi, et ses cheveux, encore attachés à sa momie, avaient une texture qui ne correspondait pas à l'apparence typique des Égyptiens de la 18e dynastie. Certains l'ont décrit comme ayant des caractéristiques étrangères, bien que les égyptologues modernes évitent désormais cette formulation, car elle soulève des questions délicates quant à ses origines réelles. Ce qui est incontestable, c'est son lien de parenté. La fille de Yuya Teye devint la grande épouse royale d'Amenhotep III, l'un des pharaons les plus puissants d'Égypte, faisant ainsi de Yuya le grand-père d'Akhenaton et l'arrière-grand-père de Toutankhamon. Son sang ne se contenta pas de toucher la royauté, il devint royal. Lorsque l'étude ADN de 2010 a inclus Yuya parmi les momies analysées, les chercheurs s'attendaient à ce que son profil génétique permette d'éclairer les origines de la famille royale. Si l'ADN de quelqu'un pouvait révéler des influences extérieures dans la lignée, ce serait le sien, puisqu'il était totalement étranger à la famille royale. Or, les résultats publiés le mentionnent à peine. L'étude a confirmé son lien de parenté avec Teye et a établi sa filiation génétique avec Toutankhamon par la lignée maternelle, mais elle n'a pas analysé ce que son ADN révélait sur ses propres origines, ni sur l'origine de son peuple. Cette omission n'était pas fortuite. Les marqueurs génétiques de Yuya ne correspondaient pas au profil égyptien restreint que l'étude visait à mettre en avant, et élargir l'analyse pour expliquer ses origines aurait nécessité précisément le type de comparaison avec une population plus large que l'Égypte refuse de mener. Certains chercheurs ayant analysé les données de l'étude ont fait une autre observation. Le profil génétique de Yuya présentait des marqueurs plus fréquents chez les populations du Levant et de Mésopotamie que chez les populations autochtones de la vallée du Nil. Ces observations n'ont jamais été officiellement confirmées l'Égypte contrôlant l'accès aux données brutes, mais elles corroborent les soupçons que les anthropologues physiques nourrissaient depuis des décennies, fondés sur l'apparence de sa momie. Si Yuya possédait d'importantes origines étrangères, il en allait de même pour ses descendants. Teye transmit ses gènes à Akhenaton, qui les transmet à Toutankhamon. Le sang étranger introduit par Yuya n'a pas disparu. Il s'est intégré à la lignée royale pendant des générations. L'Égypte n'a jamais abordé ce sujet de front. Quand le nom de Yuya est évoqué dans les discussions sur les origines royales, la réponse est
soit le silence, soit des déclarations vagues sur la diversité égyptienne qui ne répondaient pas vraiment à la question. Mais la question demeure qui était Yuya avant son mariage avec une princesse d'où venait sa famille. Et pourquoi l'Égypte évite-t-elle d'examiner la seule momie dont l'ADN pourrait prouver que la lignée royale n'était pas aussi purement égyptienne que le prétend le récit officiel, le tombeau de Yuya était l'un des plus riches jamais découverts. Sa momie a été conservée avec un soin extraordinaire. Ses descendants régnèrent sur l'Égypte à l'apogée de sa puissance, mais ses origines demeurent un mystère que l'Égypte refuse d'élucider. Akhenaton pharaon, aux origines obscures, est l'un des pharaons les plus étudiés de l'histoire égyptienne, et pourtant l'un des moins bien compris. Son règne fut bref, radical et délibérément effacé par ses successeurs. Son corps, s'il n'a jamais été retrouvé, fait l'objet de multiples interprétations. La momie connue sous le nom de KV55 est officiellement reconnue par l'Égypte comme étant celle d'Akhenaton, mais cette identification est contestée, révisée et remise en question depuis plus d'un siècle. Lors de la découverte du tombeau en 1907, les restes qu'il contenait étaient endommagés et mal conservés. Les premières analyses estimèrent que le corps appartenait à une personne d'une vingtaine d'années bien trop jeune pour être Akhenaton, qui régna pendant au moins 17 ans et eut plusieurs enfants. Pendant des décennies, les égyptologues débattirent de l'identité de la personne inhumée dans la tombe KV55. Akhenaton, son possible co-régent, Smenkara ou une autre personne. L'âge ne correspondait pas, les preuves matérielles étaient ambiguës et le contexte funéraire confus. Puis, en 2010, l'étude ADN a mis fin au débat. Selon les tests génétiques, KV55 était le père de Toutankhamon, ce qui impliquait qu'il s'agissait forcément d'Akhenaton. L'Égypte a présenté cela comme une preuve définitive et a classé l'affaire. Mais le problème de l'âge n'a jamais été résolu. De nouveaux examens, utilisant des méthodes plus modernes, ont abouti à des estimations très différentes. Certains suggèrent désormais que les restes pourraient appartenir à une personne d'une quarantaine d'années, tandis que d'autres persistent à croire qu'il s'agissait d'une personne jeune. Face à ces contradictions, l'Égypte a systématiquement ajusté son récit sans jamais admettre l'incertitude de la conclusion précédente. Lorsque l'âge ne correspond pas, on invoque la maladie ou le stress, qui ont accéléré le vieillissement, ou encore le fait que les anciens Égyptiens atteignaient leur maturité à des rythmes différents. Ce qui rend Akhenaton particulièrement problématique pour l'Égypte, c'est que son règne tout entier constitue une anomalie. Il abandonna les dieux traditionnels, transféra la capitale dans une ville nouvelle, construite de toutes pièces, et imposa une religion monothéiste que l'Égypte rejeta violemment après sa mort. Son art le représente avec un crâne allongé des hanches féminines et un ventre distendu. Certains érudits y voient un choix symbolique ou stylistique, d'autres estiment qu'il s'agit du reflet de véritables anomalies physiques dues à des maladies génétiques. L'étude ADN a mis en évidence des prédispositions génétiques au sein de la famille royale, mais n'a pas permis d'expliquer la différence physique entre Akhenaton et son père Amenhotep III, ni le caractère si étranger de sa révolution religieuse à la tradition égyptienne. Certains chercheurs ont discrètement suggéré que l'ascension fulgurante d'Akhenaton et ses changements radicaux laissait entrevoir une ascendance non entièrement égyptienne, possiblement via sa grand-mère Mutemuya ou son arrière-grand-père Yuya, tous deux présentant des signes d'origine étrangère. L'Égypte rejette catégoriquement cette interprétation et affirme qu'Akhenaton était pleinement égyptien, simplement atypique par sa vision religieuse et ses choix artistiques. Mais l'inhabituel n'explique pas pourquoi ses successeurs ont tenté de l'effacer de l'histoire.
L'inhabituel n'explique pas pourquoi son nom a été effacé des monuments et sa ville abandonnée. L'inhabituel n'explique pas pourquoi son corps, 6 KB 55, est bien. Le sien a été inhumé dans un tombeau réutilisé à la hâte et dont les inscriptions sont endommagées. Akhenaton n'était pas seulement différent, il était fondamentalement mauvais au point que l'Égypte souhaitait oublier jusqu'à son existence. L'ADN qui pourrait expliquer ce qui le rendait si mauvais est enfermé dans des échantillons que l'Égypte refuse d'analyser ou de partager. L'identité de la momie ne cesse de changer, les explications se transforment, et la seule constante est le refus de l'Égypte de laisser quiconque l'examiner de près pour en avoir le cœur net. L'ADN de Toutankhamon n'expliquait pas tout. L'étude de 2010 a été présentée au grand public comme la réponse définitive au mystère de la mort et de la lignée de Toutankhamon. Les gros titres la qualifiaient de révolutionnaire, les musées ont modernisé leurs expositions et les documentaires ont présenté les résultats comme une vérité scientifique établie. Mais les conclusions de l'étude étaient en réalité bien plus limitées que ce que l'on avait laissé entendre. Les recherches se sont concentrées presque exclusivement sur 2 points: identifier les membres de la famille proche de Toutankhamon et recenser les maladies génétiques susceptibles d'expliquer sa mort prématurée et ses handicaps physiques. Ces 2 objectifs ont été atteints. L'étude a confirmé que son père était la momie de la tombe KB 55, que sa mère était la sœur de ce même homme, et que ses grands-parents étaient Amenhotep III et Tia, fille de Yuya. Elle a également mis en évidence des marqueurs génétiques du paludisme, d'une maladie osseuse appelée maladie de Köhler et d'un pied-botte, autant d'affections qui ont probablement contribué à sa santé fragile et à sa mort prématurée vers l'âge de 19 ans. Ces informations ont permis de répondre à des questions qui divisaient les égyptologues depuis des décennies et se sont révélées d'une valeur inestimable. Mais ce n'était pas toute l'histoire et cela n'a jamais été le but. L'étude a délibérément éludé la question plus importante que les généticiens hors d'Égypte ne cessaient de poser: d'où venait cette famille royale? Cette question exige une analyse ADN d'un tout autre ordre. Au lieu de simplement comparer les momies entre elles, on les compare à des populations de référence provenant d'Afrique, du bassin méditerranéen, du Levant, de Mésopotamie et d'Anatolie. Les bases de données génétiques modernes contiennent des échantillons d'anciennes populations de toutes ces régions. La comparaison des momies royales avec ces bases de données permettrait de révéler leurs origines ancestrales, leur schéma migratoire et leurs liens génétiques avec des groupes situés hors des frontières de l'Égypte. La technologie permettant cela existait déjà en 2010 et n'a cessé de gagner en précision depuis. L'analyse n'aurait nécessité ni prélèvements supplémentaires, ni tests invasifs. Elle aurait pu être réalisée à partir de l'ADN déjà extrait. L'Égypte a choisi de ne pas participer à l'étude. La section méthodologie de l'étude le précise. Les chercheurs ont explicitement limité leur analyse aux liens familiaux et aux marqueurs de la maladie. La génétique des populations et la comparaison des origines ne faisaient pas partie du périmètre autorisé. Cette limitation n'était pas une nécessité scientifique, mais une limite délibérée fixée par les autorités égyptiennes avant le début des recherches. Interrogé sur ce point, l'Égypte a expliqué que l'étude avait une visée médicale et généalogique et non anthropologique. Les questions d'ascendance étaient jugées hors du champ d'application du projet, mais cette explication est trompeuse car comprendre les origines d'une famille royale est essentiel pour comprendre qui elle était. La génétique ne se divise pas si facilement entre études médicales et études généalogiques. L'ADN qui révèle les maladies renseigne aussi sur les origines. Le refus de l'Égypte d'inclure une analyse généalogique laisse penser que le gouvernement connaissait les révélations potentielles de ces données et a jugé plus prudent de ne pas les examiner. L'étude a confirmé la parenté étroite des parents de Toutankhamon, ce qui explique ses problèmes de santé. Mais cela n'expliquait pas d'où venaient ses arrière-arrière-grands-parents
ni si la lignée royale avait reçu un apport génétique significatif de populations extérieures à l'Égypte. Ces réponses se trouvent dans les échantillons que l'Égypte contrôle encore. L'ADN est là conservé et catalogué en attente d'analyse que l'Égypte refuse d'autoriser. L'étude de 2010 n'était pas erronée quant à son objet d'étude. Elle était incomplète par nature. Elle répondait aux questions que l'Égypte souhaitait voir résolues et évitait soigneusement celles qu'elle ne voulait pas voir posées. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la science objective. C'est ainsi que fonctionne la science contrôlée. Et cette différence est importante, car le récit égyptien n'était pas faux. L'histoire n'était tout simplement pas terminée, du sang étranger sur le trône. L'histoire officielle de l'Égypte célèbre ces pharaons comme des maîtres de la diplomatie ayant forgé des alliances avec des royaumes du monde antique. Les mariages royaux scellaient des traités avec le Mitanni-Babylone et l'Empire hittite. Des princesses égyptiennes étaient envoyées à l'étranger et des princesses étrangères arrivaient en Égypte pour devenir reines. Il ne s'agit ni de spéculation, ni de révisionnisme historique. Cela est attesté dans la correspondance diplomatique gravée sur les murs des temples et consignée dans d'anciennes lettres qui ont traversé les millénaires. Amenhotep III épousa au moins 2 princesses du Mitanni. Thoutmôsis IV prit pour épouse une Mitannienne qui devint la mère de son héritier. Ramsès II épousa une princesse hittite lors d'une cérémonie commémorée par des monuments et des déclarations officielles. Il ne s'agissait pas de mariage symbolique ni de simples gestes politiques. Ces femmes portant le titre de grande épouse royale vivaient dans les appartements du palais, donnaient naissance à des enfants susceptibles d'hériter du trône et influencèrent la succession au pouvoir en Égypte pour des générations. L'Égypte reconnaît ouvertement tout cela dans ses expositions muséales et ses chronologies historiques. Les mariages diplomatiques sont présentés comme la preuve du prestige international et de la stratégie politique sophistiquée du pays. Mais dès que la conversation aborde la question de la génétique, le ton égyptien change du tout au tout. Soudain, ces mêmes mariages sont qualifiés de culturellement insignifiants, génétiquement sans rapport, ou trop isolés pour avoir eu une influence significative sur la lignée royale. Ce raisonnement ne résiste pas à un examen élémentaire. Si une princesse mitannienne devient reine et son fils pharaon, l'ADN mitannien, s'intègre à la lignée royale, ce n'est pas une interprétation, c'est de la biologie. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Ce phénomène s'est répété à maintes reprises sous plusieurs dynasties sur une période de plusieurs siècles. L'impact génétique devrait être évident et traçable grâce à la même analyse ADN que celle utilisée par l'Égypte pour étudier les maladies et la filiation. Des marqueurs génétiques provenant des populations du Levant d'Anatolie et de Mésopotamie apparaîtraient clairement dans les momies royales, si l'Égypte prenait la peine de les rechercher. Mais l'Égypte refuse de mener cette analyse et bloque les chercheurs étrangers qui souhaitent la réaliser de manière indépendante. Les explications sont toujours vagues. Les autorités affirment que la comparaison des origines est politiquement sensible, qu'elle risque d'être mal interprétée ou qu'elle porte atteinte à l'identité culturelle de l'Égypte antique. Ce qu'ils omettent de dire, c'est pourquoi prouver que les pharaons égyptiens avaient des ancêtres étrangers serait un manque de respect, surtout quand l'Égypte elle-même admet que ce mariage a eu lieu. La contradiction est flagrante. L'Égypte souhaite être reconnue comme une puissance internationale connectée au vaste monde antique, mais elle tient aussi à préserver l'idée que sa lignée royale est restée génétiquement pure et typiquement égyptienne. Malgré des siècles d'alliances matrimoniales avec la noblesse étrangère, ces deux affirmations sont incompatibles. Soit la famille royale est restée isolée et a évité tout brassage génétique significatif, ce qui contredirait les archives historiques des mariages diplomatiques, soit elle a épousé des étrangers dont l'ADN s'est intégré à la lignée royale,
ce qui serait mis en évidence par des tests génétiques. L'Égypte a choisi de célébrer ces mariages tout en niant leurs conséquences biologiques, une position qui ne se justifie que si le gouvernement craint ce que l'ADN pourrait révéler. Les reines étrangères ont existé. Leurs enfants ont régné, leur sang a coulé dans les veines des pharaons les plus célèbres d'Égypte. L'Égypte ne nie pas l'histoire, elle refuse simplement d'en confirmer les implications génétiques. Et ce refus en dit plus long que n'importe quel test ADN. Les preuves sont là gravées dans la pierre et conservées dans les tombeaux royaux. L'Égypte refuse obstinément de laisser la science vérifier ce que les archives historiques prouvent déjà. Pourquoi les analyses indépendantes restent-elles bloquées? Depuis la publication de l'étude de 2010, des dizaines de chercheurs indépendants d'universités et d'instituts de génétique du monde entier ont soumis des demandes officielles pour réanalyser les momies royales à l'aide de technologies ADN plus récentes. Chaque demande a été refusée. Les raisons invoquées par l'Égypte varient selon le demandeur et le contexte politique, mais la réponse est toujours la même: aucun accès, aucun échantillon, aucune vérification indépendante. Parfois, l'explication est technique. L'Égypte affirme que les momies sont trop fragiles pour des analyses complémentaires, alors même que les techniques modernes d'extraction d'ADN nécessitent des échantillons si petits qu'ils sont à peine visibles et n'endommagent en rien les restes. D'autres fois, la justification est culturelle. Les autorités affirment que des analyses supplémentaires seraient un manque de respect envers les défunts et violeraient le caractère sacré des sépultures royales, alors même que ces momies sont exposées dans des vitrines et photographiées chaque année par des millions de touristes. Lorsque les chercheurs proposent d'utiliser des méthodes non invasives ou de travailler exclusivement avec des échantillons déjà prélevés lors de l'étude de 2010, l'Égypte invoque un autre argument. Ces échantillons appartiennent à l'Égypte et leur partage avec des laboratoires étrangers porterait atteinte à sa souveraineté nationale sur son patrimoine culturel. Cette formulation transforme une question scientifique en question politique, ce qui correspond exactement aux souhaits de l'Égypte, car les conflits politiques ne requièrent ni preuve ni transparence. Seul le pouvoir compte, et l'Égypte détient ici tout le pouvoir. Il contrôle les momies, les échantillons, les autorisations et le cadre juridique qui régit l'accès à ces ressources et les conditions de cet accès. La vérification indépendante, condition essentielle à la démarche scientifique légitime, devient impossible lorsqu'un gouvernement contrôle chaque étape du processus et refuse toute participation extérieure. Certains chercheurs ont tenté des compromis. Ils ont proposé de collaborer avec des scientifiques égyptiens, de réaliser tous les tests dans des laboratoires égyptiens, de partager les résultats avant publication et de reconnaître la supervision égyptienne à chaque étape. L'Égypte refuse toujours. D'autres ont demandé l'accès uniquement aux données génétiques brutes de l'étude de 2010, arguant qu'une réanalyse à l'aide de méthodes informatiques plus récentes ne nécessiterait ni de manipuler les momies, ni de prélever de nouveaux échantillons. L'Égypte refuse également de divulguer ces données. Les autorités affirment qu'elles sont conservées dans les archives nationales et protégées par des lois restreignant l'accès aux documents culturels sensibles. Or, les données de séquençage génétique ne sont pas un artefact physique. Il s'agit d'informations numériques qui pourraient être partagées instantanément avec des chercheurs du monde entier sans que l'Égypte n'ait à retirer quoi que ce soit. Le refus de les partager laisse penser que l'Égypte ne protège pas les momies, mais le récit qu'elle pourrait contredire. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que les progrès scientifiques réalisés depuis 2010 ont rendu l'analyse généalogique bien plus précise et moins invasive qu'il y a 15 ans. Des technologies qui n'existaient pas à l'époque permettent désormais d'extraire des données génétiques détaillées des populations à partir d'échantillons dégradés et de retracer les lignées à travers les continents avec une précision extraordinaire. L'Égypte pourrait autoriser des tests actualisés dès demain
et régler définitivement tous les doutes concernant ses origines royales. Si les pharaons étaient purement égyptiens sans apport génétique étranger significatif, les données le prouveraient sans l'ombre d'un doute. Mais l'Égypte refuse ces tests et ce refus soulève une question évidente. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi bloquer la vérification? Le schéma est clair. Les demandes sont rejetées. On demande aux chercheurs d'accepter les conclusions de 2010 sans confirmation indépendante. Quiconque insiste trop se voit discrètement exclu des fouilles futures et se voit refuser les autorisations pour des travaux sans lien avec le sujet. Le message est clair, soit on accepte la version égyptienne des faits, soit on perd tout accès. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la science. C'est ainsi que les gouvernements contrôlent les informations qu'ils craignent de laisser examiner par d'autres. Le silence qui a suivi la publication. Après que l'étude ADN de 2010 a fait la une des journaux internationaux, l'Égypte a promis que d'autres recherches seraient menées. Des études complémentaires ont été évoquées. Une analyse plus approfondie a été envisagée. D'autres momies seraient examinées, ont indiqué les responsables et les travaux se poursuivraient. Rien de tout cela ne s'est produit. Au contraire, les recherches sur l'ADN de la momie royale ont été purement et simplement interrompues. Aucune étude de suivi majeure n'a été publiée. Aucune analyse généalogique approfondie n'a été publiée. La poursuite promise des travaux a discrètement disparu des communiqués officiels. En 2012, 2 ans après l'étude initiale des chercheurs étrangers, on commençait à s'interroger sur la date de début de la phase suivante. Les réponses étaient focaux. Des problèmes de financement, leur a-t-on dit. Des retards techniques. Les priorités évoluent au sein du ministère égyptien des Antiquités. Mais le financement n'était pas le véritable problème. Des institutions et universités internationales avaient déjà manifesté leur intérêt pour soutenir des recherches complémentaires. La technologie progressait rapidement, rendant le travail plus facile et moins coûteux qu'au moment de l'étude initiale. Ce qui a bloqué, ce n'est pas la science, mais l'autorisation. Certains chercheurs internationaux ayant participé au projet de 2010 ont commencé à prendre leur distance avec les débats publics sur les origines royales. Les entretiens sont devenus plus difficiles à organiser. Les communications lors des conférences se sont concentrées sur des sujets moins sensibles comme les techniques de momification et les pratiques funéraires. Quelques scientifiques qui s'étaient exprimés avec véhémence sur la nécessité d'une analyse de population plus large sont restés étrangement silencieux. Interrogés directement sur les recherches complémentaires, leurs réponses sont devenues prudentes et évasives. Un tel silence n'est jamais fortuit. Cela se produit lorsque l'on prend conscience que parler ouvertement a des conséquences professionnelles. L'Égypte contrôle l'accès à l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. Les chercheurs qui souhaitent y travailler et qui ont besoin d'autorisation pour des fouilles ou des études savent qu'entretenir de bonnes relations avec les autorités égyptiennes est essentiel à leur carrière. Critiquer l'approche égyptienne en matière de recherche sur l'ADN royal ou insister lourdement sur des tests indépendants, c'est risquer de perdre cet accès. Le débat a donc évolué. Au lieu d'exiger des études complémentaires ou de s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'analyse des origines n'a jamais été menée à terme, les chercheurs ont commencé à considérer l'étude de 2010 comme exhaustive et suffisante. Les médias se sont tournés vers d'autres sujets. L'intérêt du public s'est estompé et l'emprise de l'Égypte sur le récit s'est consolidée sans que personne ne s'y oppose publiquement. Quelques scientifiques indépendants ont continué à poser des questions gênantes, mais ils l'ont fait discrètement dans des articles universitaires, en utilisant un langage prudent qui évitait les accusations directes. Ils ont relevé des lacunes dans les données publiées. Ils ont constaté l'absence d'analyse des haplogroupes. Ils ont suggéré que la génétique des populations comparatives renforcerait les conclusions. Mais ils n'ont pas accusé l'Égypte de dissimulation délibérée, car une telle accusation aurait ruiné leur carrière. L'Égypte n'a eu besoin de menacer qui que ce soit directement, ni d'émettre d'avertissements officiels. Le système s'autorégule.
Les chercheurs qui souhaitent poursuivre leurs travaux en Égypte apprennent rapidement quels sujets sont acceptables et quelles questions sont trop dangereuses pour être posées ouvertement. Cette autocensure est plus efficace que n'importe quelle répression officielle, car elle ne ressemble pas à un contrôle vu de l'extérieur. Elle ressemble à un consensus, mais ce n'en est pas un. C'est le silence. Les recherches n'ont pas pris fin parce que les questions avaient trouvé des réponses. Elles ont pris fin parce que les questions sont devenues trop gênantes et que ceux qui avaient le pouvoir de continuer à les poser ont jugé que le jeu n'en valait pas la chandelle. Ainsi, l'ADN reste entreposé non testé et non analysé, recelant des réponses que l'Égypte a décidé que le monde n'avait pas besoin de connaître. Une histoire gravée dans la pierre, non dans le sang. L'Égypte a passé des millénaires à maîtriser son propre récit. Les pharaons réécrivaient de l'histoire sur les murs des temples, effaçant les noms de leurs prédécesseurs qu'ils voulaient oublier et gravant leurs propres exploits dans la pierre destinée à perdurer à jamais. Les hiéroglyphes pouvaient être modifiés. Les monuments pouvaient être réaffectés. Les dirigeants gênants comme Akhenaton pouvaient être effacés si complètement que les générations suivantes ignoraient jusqu'à leur existence. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, ce type de contrôle a fonctionné. Les pharaons décidaient de ce que l'avenir retiendrait, et la pierre était le seul document qui comptait. Mais l'ADN se moque de la propagande. Elle ne respecte ni les récits politiques ni l'identité nationale. On ne peut l'effacer ni la réécrire pour la conformer aux sensibilités modernes. Le sang raconte une histoire différente de celle de la pierre. Et c'est précisément pourquoi l'Égypte refuse que quiconque la lise. L'étude de 2010 a fourni au monde juste assez d'informations pour satisfaire la curiosité sans rien révéler qui puisse remettre en cause la version officielle du passé égyptien. Des maladies ont été confirmées, des liens familiaux ont été établis, des conclusions rassurantes ont été publiées. Mais les questions fondamentales, celles qui importent vraiment pour comprendre qui étaient réellement les pharaons, restent volontairement sans réponse. D'où provient la lignée royale? Quelle part d'ascendance étrangère a été introduite par des siècles d'alliances matrimoniales? Que révèlent les marqueurs génétiques de figures comme Yuya et Akhenaton sur les liens de l'Égypte avec les civilisations environnantes? Ces réponses se trouvent aujourd'hui dans des échantillons conservés dans des laboratoires égyptiens. L'ADN a été extrait. La technologie nécessaire à son analyse existe. Des chercheurs internationaux sont prêts et disposés à mener à bien ce travail. Ce qui manque, c'est l'autorisation. Et l'autorisation est le seul rempart entre le silence et la vérité. Le refus de l'Égypte d'autoriser des tests indépendants ou une analyse généalogique plus approfondie n'a rien à voir avec le respect des morts. Il s'agit de contrôler ce que les vivants sont autorisés à savoir. Plus ce refus persiste, plus il devient évident que l'Égypte ne protège pas son patrimoine, mais une version des faits que les preuves génétiques pourraient contredire. L'histoire que l'Égypte défend est claire. Les pharaons étaient égyptiens, purement et entièrement, sans aucune influence étrangère significative, digne d'être reconnue ou étudiée. Mais l'histoire dit le contraire. Des mariages diplomatiques ont eu lieu. Des reines étrangères ont régné. Des enfants d'ascendance mixte ont hérité du trône. La seule question est de savoir quelle part de ce métissage se retrouve dans l'ADN. Et l'Égypte a passé 15 ans à s'assurer que personne ne le découvre. Les preuves sont là. Les momies n'ont pas disparu. Les échantillons ne sont pas devenus inutilisables. La science n'est pas dans une impasse. Ce qui manque, c'est l'honnêteté. Celle qui permet d'examiner les vérités dérangeantes au lieu de les enfouir sous des couches de déni bureaucratique et de contrôle nationaliste. Même la pierre peut mentir. Les monuments peuvent être trompeurs. Les récits officiels peuvent être soigneusement remaniés pour mettre en avant certains faits, tout en effaçant d'autres. Mais l'ADN, lui, n'oublie rien. Elle ne s'adapte pas aux impératifs politiques. Elle reste là figée, recelant des vérités que l'Égypte a jugées trop dangereuses à confirmer. La question n'est donc pas de savoir ce que l'ADN révélerait.
La question était de savoir pourquoi l'Égypte craint tant de laisser quiconque enquêter. S'il n'y a vraiment rien à cacher, si les pharaons étaient réellement aussi égyptiens que le prétend le récit officiel, alors toute vérification devrait être accueillie favorablement et non redoutée. Mais l'Égypte persiste à dire non, et cette réponse est éloquente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante affichée à l'écran.